Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va créer ensemble un composant pour ajouter des catégories ou des tags. Alors voilà comment ça se présente. On a un input qui nous demande de renseigner les centres d'intérêt et dès que l'on va taper un centre d'intérêt suivi d'une virgule, eh bien ça va nous rajouter comme ça un tag dans la liste. Alors on peut également appuyer sur la touche entrée pour rajouter à chaque fois des tags. Donc on a le choix entre soit utiliser une virgule à la fin du mot ou bien d'appuyer sur la touche entrée. Et on remarque également que en bas du composant, on a un compteur qui vient nous indiquer combien d'items on peut encore renseigner. Lorsque l'on arrive à la fin de la liste, on a un compteur qui est à 0 et normalement on ne peut plus rajouter d'items. Vous voyez que lorsque l'on essaye de rajouter un item, ça ne fonctionne pas. Autrement, on a la possibilité de supprimer des tags en appuyant à chaque fois sur la croix qui se trouve à l'intérieur du tag. Voilà donc ce que l'on va faire ensemble. Alors sans plus attendre, on va aller dans VS Code. Pour ce tutoriel, comme d'habitude, on va repartir avec la base que l'on avait créée dans la première vidéo de la série. On a donc une structure de base pour le HTML, un reset pour le CSS et un fichier JavaScript vierge. Pour ce tutoriel, on va également avoir besoin de FontAwesome, qui est une librairie pour les icônes. Alors si on revient dans l'application terminée, effectivement, on a bien des icônes, on a le cœur ici au niveau du titre et les petites croix pour supprimer les items. Alors pour ajouter FontAwesome, eh bien c'est très simple, il suffit de taper FontAwesome CDN dans Google. Ici on va aller sur le premier lien et on va pouvoir récupérer comme ça FontAwesome. Alors on va prendre le premier, on peut soit copier l'URL ou bien copier le tag directement. On va venir copier le tag. On va retourner dans les métadonnées et juste en dessous de notre feuille de style, on va venir coller le lien vers la feuille de style de FontAwesome. Et grâce à cette feuille de style, eh bien, on va pouvoir utiliser les icônes dans notre projet. Au niveau du HTML, eh bien, ça va être très simple. On va juste rajouter une div avec une classe container. À l'intérieur, ici, on va d'abord avoir un h2 avec le titre. Et pour le titre, on va utiliser un icône avec le cœur. Alors si vous avez jamais utilisé FontAwesome, c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site de FontAwesome, d'aller dans icônes, et ici on a un moteur de recherche en anglais. On recherche le cœur, et lorsque l'on clique dessus, eh bien on a la balise qu'il faut renseigner dans notre code pour faire apparaître l'icône, à condition bien sûr d'avoir rajouté le lien vers la feuille de style de FontAwesome. Donc ici on va venir rajouter l'icône. Au niveau des classes, on a d'abord FA pour FontAwesome et ensuite FA Heart pour le cœur. En dessous du titre, on va rajouter un paragraphe. Renseignez ici vos centres d'intérêt. Ensuite, on va rajouter une div et à l'intérieur de cette div, on va avoir une liste non ordonnée. Pour l'instant, on va rajouter un tag, ce qui va nous permettre de styliser plus facilement notre projet. Et ensuite, on viendra rajouter les tags dynamiquement avec JavaScript. Pour un tag, eh bien, ça va être simplement un list item. Ici, à l'intérieur, on va rajouter une catégorie, box par exemple. Et ensuite, on vient bien rajouter l'icône pour supprimer le tag. Au niveau des classes, ça va donc être FA pour FontAwesome et ensuite l'icône spécifique c'est FA Times pour faire apparaître la petite croix. Voilà pour notre tag. Ensuite, après le tag, eh bien, il faut bien rajouter l'input de type texte pour rajouter à chaque fois des nouveaux tags. En dehors de la division, on va rajouter une deuxième div
avec une classe counter. Et ici, on va pouvoir rajouter un paragraphe. Vous pouvez encore renseigner. Ici, on va rajouter un span. Et à l'intérieur du span, on va mettre le nombre d'items que l'on peut encore rajouter. On va mettre par exemple 10 pour l'instant. Et ensuite, avec JavaScript, on viendra changer cette valeur dynamiquement. Et c'est tout pour le HTML. On va pouvoir lancer notre fichier avec Live Server pour voir ce que l'on obtient dans le navigateur. C'est parti pour le CSS. On va retourner dans VS Code et on va aller dans la feuille de style. On va venir chercher le body et comme d'habitude, on va faire en sorte que le body s'étende sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height au minimum. Ensuite, on va venir changer la couleur d'arrière-plan et également, on va changer la famille de police. Ensuite, on va vouloir que notre conteneur soit au milieu du body. Pour ça, on va juste rajouter un display flex et on va venir centrer tous les items qui se trouvent à l'intérieur du body, aussi bien verticalement que horizontalement, grâce à ces deux propriétés. Comme en définitive, on n'a qu'un seul item à l'intérieur du body, en l'occurrence le conteneur, il devrait se retrouver au milieu du body. On sauvegarde, et si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien notre body qui s'étend sur toute la hauteur de la page, la couleur d'arrière-plan a changé, et on a bien le conteneur qui est centré au milieu du body. Alors justement, on va pouvoir s'occuper du conteneur, on vient le récupérer par sa classe, et on va déjà lui donner une taille fixe avec une largeur à 500 pixels. On va également changer la couleur d'arrière-plan avec ce code hexadécimal qui devrait nous donner une sorte de gris. Et on va également rajouter des arrondis dans les coins, on va mettre 10 pixels. Et voilà ce que l'on obtient pour le conteneur. Alors on pourrait peut-être rajouter un peu de padding à l'intérieur du conteneur, tout autour, pour détacher le texte par rapport au bord du conteneur. On va mettre un rem en haut et en bas et deux rems sur les côtés. Effectivement, maintenant, on a bien du padding tout autour à l'intérieur de notre conteneur pour détacher le contenu par rapport au bord. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du titre, le H2. On vient récupérer le H2 et on va simplement rajouter une marge en bas pour laisser un peu d'espace par rapport au paragraphe qui suit. On va mettre un rem et voilà, maintenant on a bien une marge en dessous du titre pour laisser de l'espace par rapport au paragraphe qui suit. Ensuite, on va s'occuper de l'icône, le cœur. On va juste modifier sa couleur. Alors, on vient chercher l'icône par sa classe. On utilise la classe de font awesome. Et on va venir mettre cette couleur Cornflower Blue. Et voilà ce que l'on obtient dans le navigateur. Alors, on a un petit problème. On a notre icône et notre texte qui sont collés. On pourrait modifier ça avec CSS, mais le plus simple, ça reste quand même de revenir dans le HTML pour rajouter un espace entre l'icône et le texte. Et voilà, maintenant on a bien notre espace entre les deux. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de la liste non ordonnée qui contient le list item, donc le tag, et également l'input. On revient dans le CSS et on récupère la liste non ordonnée. On va lui mettre une couleur d'arrière-plan. On va rajouter également une bordure, un pixel d'épaisseur, une bordure pleine. Et au niveau de la couleur de la bordure, on va mettre notre gris. Et comme précédemment, on va également rajouter
des arrondis dans les coins, on va mettre 5 pixels. Et voilà ce que l'on obtient pour la liste non ordonnée. Alors à nouveau, comme précédemment, on va pouvoir rajouter des marges à l'extérieur pour laisser un peu d'espace par rapport au texte qui précède et au texte qui suit. Et à nouveau aussi du padding à l'intérieur de la liste non ordonnée pour détacher le list item et l'input par rapport au bord. Au niveau du padding, on va mettre 0,7 rem en haut et en bas et 0,2 rem à gauche et à droite. Et pour les marges à l'extérieur, on va mettre 1 rem en haut et en bas et 0 sur les côtés. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors, dernière petite chose que l'on peut faire au niveau de la liste non ordonnée, c'est faire en sorte que les items soient les uns à la suite des autres sur la même ligne et non pas les uns en dessous des autres en colonne comme ils le sont actuellement. Pour ça, il suffit juste de rajouter un display flex. Comme par défaut, on a une orientation en ligne avec le display flex, eh bien ça devrait résoudre notre problème. Et effectivement, maintenant on a bien nos items qui sont à l'intérieur de la liste non ordonnée, qui sont les uns à la suite des autres sur la même ligne. Alors justement, on va pouvoir s'occuper des list items. Pour l'instant, on n'en a qu'un seul. On vient récupérer les list items et on va déjà mettre une couleur d'arrière-plan. Comme précédemment, on va rajouter du padding à l'intérieur, 0,2 rem, et également des marges à l'extérieur, 0,2 rem. À nouveau, on va rajouter les arrondis dans les coins avec le border radius et on va déjà voir ce que l'on obtient. Voilà notre tag qui commence à prendre forme. Alors on pourrait encore retirer la puce qui est malheureusement toujours présente par défaut avec les list items et également rajouter un peu d'espace entre le texte et l'icône. Alors pour la puce, on va simplement mettre none. Et pour rajouter de l'espace entre le texte et l'icône, on va mettre un display flex. On va venir s'assurer que verticalement, tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de notre tag soient bien centrés. Et par contre, horizontalement, on va mettre un espace, un gap de 1 rem. Et effectivement, à l'intérieur de notre list item, eh bien verticalement les éléments sont centrés, mais par contre, horizontalement, on a un espace de 1 rem entre le texte et l'icône. Alors justement, on va pouvoir s'occuper de l'icône. On va d'abord inverser les couleurs, on va mettre du blanc au niveau de l'arrière-plan et au niveau de la police, on reprend notre bleu. Ensuite, comme il s'agit d'un bouton, on pourrait déjà également rajouter un pointeur au niveau du curseur, comme ça l'utilisateur va bien comprendre qu'il s'agit d'un bouton. On va voir ce que ça donne dans le navigateur. Alors l'idée ensuite, ça serait de créer plutôt un cercle avec les croix à l'intérieur. Pour notre cercle, eh bien, on va rajouter du padding pour mettre un peu d'espace à l'intérieur du cercle. On va mettre 0,1 rem en haut et en bas et 0,2 rem sur les côtés. Et pour obtenir le cercle, eh bien, il suffit de rajouter un border radius de 50%. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors on pourrait juste diminuer un peu la taille de la police. On va réduire la taille de la croix. On va mettre 0,7 rem. Et si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour notre bouton. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de l'input. On récupère l'input et on va se débarrasser de la bordure. Et également, on va supprimer la outline lorsque l'input est actif. On va rajouter un peu de padding. On va mettre
0,3 rem à l'intérieur de l'input. On a donc notre input, et voilà ce que l'on obtient. Alors le problème, c'est que si on écrit un texte un peu trop long, voilà ce que ça donne. C'est pas forcément très élégant. On pourrait peut-être donner une taille maximale à l'input pour éviter que l'input s'étale en largeur sur la liste non ordonnée. Donc on va juste ici rajouter une largeur maximale. On va mettre 6 rem par exemple. Et maintenant, voilà ce que l'on obtient pour l'input. Donc la taille est fixée au maximum à 6 rem, ce qui évite que l'input déborde de trop dans la liste non ordonnée. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du compteur. On vient chercher la division qui possède une classe counter. On va juste rajouter un peu d'espace en haut avec une marge. On va changer également la taille de la police pour mettre quelque chose de plus petit. On va mettre 0,7 rem. Et on va voir déjà ce que l'on obtient. Donc on a effectivement notre compteur qui est ici. Et on va vouloir le mettre à droite dans le conteneur. Alors pour ça, on rajoute un display flex. Et horizontalement, eh bien, on pourrait soit le mettre au début, ou à la fin, ou centré. Alors si on le met au centre, on aura notre compteur ici, et nous on va vouloir le mettre à la fin, c'est-à-dire à droite. Et voilà ce que l'on obtient pour le compteur. Alors dernier petit détail que l'on pourrait modifier au niveau du style, et qui va surtout se voir si on a plusieurs list items dans notre liste non ordonnée. Donc on va rajouter tout un tas de tags, et voilà ce que ça donne dans le navigateur. Alors vous voyez qu'on a un problème. Donc on va revenir dans le CSS, et déjà ce que l'on peut faire, c'est mettre un overflow hidden au niveau de la liste non ordonnée. Si on retourne dans le navigateur, tout ce qui dépasse de la liste non ordonnée est maintenant caché. Alors le problème, c'est qu'on ne voit plus tous nos items, ils sont toujours les uns à la suite des autres en ligne, et pour ça, on va pouvoir rajouter une propriété très intéressante que l'on avait déjà vue dans la 13e vidéo. C'est le wrap sur les flexbox qui va permettre d'effectuer un retour à la ligne automatique. Et donc maintenant, si on retourne dans le navigateur, grâce à cette propriété, vous voyez que dès que on arrive au bout de la ligne, eh bien, les items sont renvoyés automatiquement à la ligne. Et voilà, c'est à peu près tout pour le style. Alors, on va pouvoir revenir dans le HTML. On va se débarrasser ici de tous les list items. Et on va maintenant pouvoir passer au JavaScript. Alors c'est parti, on va commencer par récupérer les éléments du DOM qui nous intéressent. On va avoir besoin de la liste non ordonnée, dans laquelle on va mettre nos différents items. Ensuite, on va avoir besoin également de l'input, qui va nous servir justement pour ajouter à chaque fois un nouveau tag. Et enfin, on va récupérer également le compteur, qu'il va falloir mettre à jour au fur et à mesure. Ensuite, on va venir créer deux variables. La première va être une constante et va correspondre au nombre maximum de tags que l'utilisateur peut rajouter. On va la fixer à 8. Ensuite, on va créer la liste des tags, et au départ, on va initialiser avec un tableau vide. Dans la foulée, on crée un objet app et une méthode init, et c'est cette méthode qui va être déclenchée au lancement de l'application. Pour ça, on ajoute un écouteur d'événements sur le document, et lorsque le contenu du DOM est chargé, on vient déclencher la méthode init. Alors qu'est-ce que l'on va faire au lancement de l'application? Eh bien, on pourrait déjà s'occuper du compteur. C'est ce qu'il y a de plus simple. On va créer une nouvelle méthode countTags
Et la raison pour laquelle on crée une nouvelle méthode ici, c'est simplement parce que on va avoir besoin de la réutiliser à différents endroits. Mais en tout cas, elle va bien être déclenchée dès le lancement de l'application par l'intermédiaire de la méthode init. Donc dès que l'on va lancer notre application, on va mettre à jour le compteur. Alors on vient créer la méthode et ici simplement on va prendre le span et on va venir modifier le texte qui se trouve à l'intérieur du span. Alors il va falloir faire le décompte. Donc on prend le nombre maximum de tags et on vient soustraire le nombre de tags que l'on a dans notre tableau de tags. Au départ, on a un tableau vide, donc une longueur de 0. On devrait avoir un compteur initialisé à 8. Et c'est bien ce qui se passe. Alors d'ailleurs, dans le HTML, au départ, on avait rajouté une valeur au niveau du span, provisoirement, mais maintenant on n'en a plus besoin puisque on vient modifier le span dès le lancement de l'application avec la méthode countTags. Alors par contre, on va bien remettre ici, au niveau du nombre maximum, 10. Et donc si on retourne dans le navigateur, on a bien à nouveau un compteur initialisé à 10. Ensuite, eh bien, on va pouvoir s'occuper de l'ajout des tags. Alors pour ça, on prend l'input, on attache un écouteur d'événements, et lorsque l'utilisateur va appuyer sur une touche du clavier, on va venir déclencher une nouvelle méthode pour ajouter un nouveau tag. On crée la méthode. Ici, normalement, en paramètres, on devrait avoir accès à l'événement. Et alors, bien évidemment, on ne va pas ajouter systématiquement un tag à chaque fois que l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. On va ajouter un tag seulement lorsque l'utilisateur appuie soit sur la touche entrée ou bien sur la virgule à la fin du tag. Donc, ici, on va rajouter deux conditions. On regarde si l'utilisateur a appuyé sur la touche entrée ou bien si il a appuyé sur la virgule. Et seulement dans ces deux cas, on va ajouter un tag. On crée le tag, on récupère la valeur à partir de l'input, et ensuite on va pouvoir ajouter le tag dans le tableau. Alors on a quand même une condition à vérifier puisque on a un nombre maximum de tags. Donc on va venir vérifier que la longueur du tableau est bien inférieure au nombre maximum de tags. Et seulement dans ce cas, on va venir rajouter le tag dans le tableau. À ce stade, normalement, on devrait avoir un élément dans notre tableau de tags. Et à la suite de ça, eh bien, on va pouvoir créer une nouvelle fonction pour afficher les tags dans le DOM. On va afficher tous les tags qui se trouvent dans le tableau et on va les mettre dans le DOM, on va créer des list items. Donc, on vient rajouter cette méthode. Et donc, comme son nom l'indique, cette méthode, elle permet d'afficher les tags dans le DOM à partir du tableau de tags. Donc, on prend le tableau de tags, on boucle dessus, et pour chaque tag, on vient créer un list item. Ici, on renseigne bien les balises, et entre les deux balises, on vient mettre notre tag. On rajoute bien également l'icône qui va nous servir par la suite pour supprimer le tag. On rajoute bien les classes de font awesome et on a notre list item. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter le list item dans le DOM, dans la liste non ordonnée. Donc, on va prendre l'input et on va utiliser cette méthode insert adjacent HTML. Et ici, au niveau de la position, on va mettre before begin et on va passer le list item. Et donc, grâce à cette méthode, on va s'assurer à chaque fois que notre list item vient bien se mettre toujours devant l'input. C'est la raison pour laquelle on utilise insert adjacent HTML et au niveau de la position, ici, on met before. Et on le fait bien sur l'input et ici, on passe le list item. Donc normalement, à ce stade, en tout cas, on a bien notre list item qui est dans la liste non ordonnée. On a rajouté le tag dans le tableau de tag. Et donc, on va pouvoir mettre à jour également le compteur. On a notre méthode countTags que l'on peut exploiter ici. Alors, on va vérifier si ça fonctionne. On rajoute un tag. Et effectivement, ça fonctionne. On a bien notre tag qui a été créé. On a un list item. Le compteur a été mis à jour également. On est passé de 10 à 9.
Alors par contre, on a un problème. On a l'input qui a conservé la valeur du tag précédent. Et nous, on va vouloir à chaque fois qu'on ajoute un nouveau tag, avoir un input vierge. Donc on va réinitialiser la valeur de l'input. On va se mettre ici et on va juste réinitialiser la valeur de l'input. On va remettre une chaîne de caractères vide. Et par la suite, on peut également remettre le focus sur l'input. Comme ça, on est sûr que l'utilisateur va pouvoir, dans la foulée, rajouter un autre tag. Alors on vérifie que ça fonctionne correctement. Effectivement, cette fois-ci, on a bien un input vierge, donc on peut continuer à renseigner les tags. Alors vous voyez, par contre, que dès qu'on rajoute un nouveau tag, on a un problème. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on utilise la méthode display DOM tags, on vient boucler sur l'entièreté du tableau pour rajouter à chaque fois des listes items dans le DOM. Mais à aucun moment, pour l'instant, on vient supprimer les listes items qui ont été rajoutées à chaque fois qu'on a utilisé à plusieurs reprises, eh bien, la méthode pour ajouter des tags. Donc autrement dit, lorsque on va utiliser la méthode display DOM tags, avant de recréer une liste complète d'items à partir du tableau de tag, il faut d'abord supprimer les anciens list items qui sont déjà présents dans le DOM. Donc pour ça, on va ici récupérer tous les list items, on va boucler dessus, et pour chaque list item, on va les supprimer du DOM. Donc avant de recréer la liste complète à partir de tous les items qui sont dans le tableau, on vient supprimer les listes précédentes. On fait un nouvel essai, et cette fois-ci, ça fonctionne correctement. Alors on a quand même par contre un autre problème, c'est que la virgule est présente à l'intérieur du texte du tag. Donc on pourrait corriger ça. Ici, lorsque l'on récupère la valeur de l'input, on peut utiliser la méthode replace, et on va remplacer la virgule par une chaîne de caractères vide. On retourne dans le navigateur, et cette fois-ci, ça fonctionne correctement. Alors on pourrait prendre en considération tout un tas d'autres cas, par exemple si l'utilisateur rajoute des espaces au niveau du texte de son tag. Ça s'affiche correctement, mais par contre, si on venait regarder ici le tableau de tag dans la console, vous allez voir que effectivement on aurait bien un problème. On regarde dans la console, et si on voit notre tableau, effectivement, on a bien notre tag avec les espaces. Alors on pourrait formater correctement le tag avant de l'insérer dans le tableau. Donc ici, à nouveau, on va utiliser replace. On va utiliser une expression régulière. On échappe le caractère et on récupère l'espace. On va prendre un ou plusieurs espaces et on va prendre à chaque fois tous les groupes d'espaces. Et à chaque fois qu'on va rencontrer ce pattern, eh bien, on va remplacer tous les groupes de un ou plusieurs espaces par un seul espace. Et ça devrait fonctionner correctement. On va faire un nouvel essai. Si on regarde dans la console, on a bien notre tag qui est formaté correctement. Alors un autre cas que l'on pourrait considérer, c'est si par exemple l'utilisateur rentre un tag qui est beaucoup trop long. Voilà ce qui se passe. Donc on a même le tag qui dépasse de la liste non ordonnée. Alors on va pouvoir créer une nouvelle condition ici. On va aller regarder le nombre de caractères dans le tag, et s'il est supérieur à 10, eh bien on va réassigner la valeur du tag. On va prendre seulement une sous-chaîne de caractères qui va de 0 à 10. Donc on prend les 10 premiers caractères et on rajoute ensuite 3 points de suspension. Et ça devrait formater correctement notre tag pour l'affichage. On réessaye ici, on rentre un tag très long, et voilà le résultat. Donc on a seulement les 10 premiers caractères et ensuite les 3 points de suspension. Alors d'autres cas que l'on pourrait considérer, c'est par exemple si l'utilisateur rentre une seule lettre, ça fonctionne pour un tag. Alors nous, on va vouloir éviter ça, et on va vouloir éviter également le cas où l'utilisateur rentre plusieurs fois le même tag. Ça ne devrait pas être permis dans notre interface, donc on va rajouter une condition ici. Alors dans un premier temps,
on va regarder la longueur de notre tag et on va s'assurer qu'il a au moins 3 caractères, on va dire par exemple. Et ensuite, eh bien, on va aller regarder si le tag que l'on essaye d'ajouter n'est pas déjà présent dans le tableau de tag. Et donc, on vérifie si le tag n'est pas présent dans le tableau de tag. Et seulement si ces deux conditions sont vérifiées, eh bien, seulement dans ce cas, on va venir ajouter le tag dans le tableau. Alors d'ailleurs, on n'a plus besoin du console log. Et on va vérifier que ça fonctionne correctement. Donc si on essaye de rentrer seulement une lettre, vous voyez que ça ne fonctionne pas. On est obligé d'avoir au minimum 4 lettres. Et pareil, si on essaye de rentrer un tag qui est déjà présent, ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en place la fonctionnalité pour supprimer le tag. Et alors ici, on aurait plusieurs manières de faire. La première consisterait à ajouter des écouteurs d'événements de type click sur tous les icônes et de supprimer les tags comme cela. C'est une manière de faire, mais c'est pas forcément optimal. On pourrait plutôt utiliser la propagation des événements JavaScript. Alors d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller regarder dans la playlist sur JavaScript. Il y a une vidéo qui porte sur la propagation des événements. Et c'est ce que l'on va essayer d'utiliser ici. Alors, pour faire simple, l'idée c'est simplement de voir que lorsque l'on clique sur les icônes, par la même occasion, on clique en même temps sur le list item et par la même occasion, on clique en même temps sur la liste non ordonnée. Et comme les événements se propagent, eh bien, on pourrait mettre simplement un écouteur d'événements sur la liste non ordonnée et ensuite aller regarder sur quoi précisément on a cliqué. Et s'il s'avère qu'on a cliqué sur un icône, eh bien seulement on va retirer le tag. Alors c'est ce que l'on va faire, on va revenir ici dans la méthode init et on va bien mettre un seul écouteur d'événements sur la liste non ordonnée de type click et on va venir déclencher une nouvelle méthode pour supprimer un tag. On rajoute la méthode dans notre objet. Ici, normalement, on a bien accès à l'événement. Et on va pouvoir déjà faire un console log pour vérifier que ça fonctionne. Donc, normalement, on a attaché l'événement sur la liste non ordonnée. Donc, dès que l'on va cliquer dans la liste non ordonnée, on devrait avoir notre événement qui se déclenche. C'est bien ce qui se passe. Et alors maintenant, il va suffire de vérifier sur quoi précisément on a cliqué à l'intérieur de la liste non ordonnée. Donc ici, on va mettre une condition. On va aller regarder le tag sur lequel on a cliqué. Et s'il s'avère qu'il s'agit d'un icône, comme l'icône qu'on a ici avec les classes de font en somme, eh bien si c'est le cas, si c'est bien un icône, on va pouvoir supprimer le tag en question. Alors pour supprimer le tag, eh bien on va prendre la liste des tags, on va réassigner la valeur, on va juste filtrer la liste, on passe sur chaque item, et ici on va vérifier que l'item est différent du tag que l'on souhaite supprimer. Alors ici, on est bien sur l'icône, hein. Normalement à ce stade, on a bien cliqué sur un tag avec un icône, donc il faut remonter au niveau du parent pour avoir accès au list item. On a cliqué donc sur l'icône, on remonte au niveau du list item. Grâce au parent, on remonte au niveau du list item et maintenant on vient chercher le texte avec inner text. Et donc comme ça, on récupère le texte du list item que l'on souhaite supprimer. Et grâce à la méthode filter, eh bien, on fait une comparaison ici. On regarde si le texte correspond à l'item et si c'est le cas, on le supprime du tableau. Et ensuite, eh bien, il faut bien à nouveau redéclencher la méthode pour mettre à jour le DOM et afficher les
tag à partir du tableau. Cette méthode, elle repasse sur le tableau de tag et elle vient rajouter les list items. Et comme on a filtré le tableau auparavant, il faut bien remettre à jour le DOM à la suite. Alors on va vérifier que ça fonctionne, on ajoute un item, et si on essaye de supprimer, vous voyez que ça fonctionne correctement. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce tutoriel de la série sur le web design, donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.